Gamba est une ville chef-lieu du département de Ndungu, dans la province de l'Ogooué-Maritime au Gabon. Cette petite ville, considérée comme l'un des plus importants terminaux pétroliers du pays, attire des touristes du monde entier. Je me rends dans cette région à haute valeur touristique afin de m'imprégner de sa diversité faunique, mais aussi floristique, bien propre à elle. Alors, Gabriela, bonjour. Bonjour. Ça n'a pas été difficile? Non. Oh, mais désolé de m'avoir pas toujours au bureau. C'est pas grave. Nous allons faire une sortie dans le parc. D'accord. Parce que déjà, la particularité du parc de Luango, c'est qu'il a une grande lagune au sud, donc Ndungu, que vous avez en face de vous. D'accord. Et la deuxième lagune, donc Ngowe, qui est au nord. D'accord. Après avoir retrouvé le conservateur, je commence la visite de la ville en m'imprégnant des activités de recherche menées par la très célèbre Smithsonian Institution, implantée à Gamba depuis plusieurs années. Alors, bienvenue au centre Smithsonian. Je m'appelle Anna Feisner, je suis le directeur et vous voyez autour de moi tous mes collègues, l'équipe qui est basée ici. Le Smithsonian a son siège aux États-Unis, mais travaille au Gabon comme ONG depuis 2020. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler du Smithsonian? Quelles sont vos activités et quels sont les objectifs justement cachés derrière cette ONG? La mission de Smithsonian, en fait, c'est la création et la diffusion de la connaissance. D'accord. Nous, ici, sur place, on utilise la recherche pour découvrir et puis utiliser ça pour développer les solutions aux problèmes pour la conservation de la biodiversité. Peut-être d'abord, vous pouvez voir autour de vous la collection de biodiversité. C'est la plus grande collection des spécimens qui existent au Gabon. Là, on va dire c'est un petit oiseau, rouge-gorge de forêt. D'accord. Un sous-espèce qui est, celui-là, qui est vraiment endémique de cette zone. D'accord. Le rouge-gorge des forêts. Oui. Je ne connaissais pas cette espèce. Non, et c'est ça, en fait, que on continue de découvrir les espèces. D'accord. Et leurs particularités. Là, nous avons un faux gavial. Exact. OK. Reconnaissable par son long Museau étroit et effilé. Là, c'est un gorille. Exact. Mais vous connaissez beaucoup, hein? Ça, c'est un mandrill. Exact. Après, bon, là, c'est certainement des chimpanzés. Ici, c'est un chimpanzé. D'accord. C'est notre plus proche parent. D'accord. OK. Et ici, c'est un singe qu'on appelle Torquatus ou béret rouge. D'accord. À cause des poils de la tête qui sont plutôt très roux. Et là, la petite espèce là, c'est le Cephus. Et ici, vous pouvez voir, c'est une patte de céphalophe bleu qui a été sectionnée par ce piège. Alors, si ces pièges-là sont illégaux, ce sont des pièges qui ne sont pas sélectifs. Vous posez pour attraper un céphalophe, mais malencontreusement, vous attrapez un éléphant. Qu'est-ce qui se passe? L'éléphant va rompre le câble, mais le câble va rester quand même sur la patte. Et avec la croissance, ça va faire une blessure qui va s'infecter et l'éléphant peut mourir d'infection. Ouvert aux visiteurs, vous voyagerez à travers l'Éden du Gabon avec la collection bien gardée et représentée qui met en lumière toutes les espèces présentes dans le complexe tout en restant au sein du laboratoire de l'institution. Une façon intelligente d'approcher l'extraordinaire variété de la faune de Gamba. Donc là, ce ne sont que quelques illustrations, oui, mais il y en a plus. Il y a plus que ça. Il y a plus de 350 espèces. Ah oui. Notre pays est riche. Est riche, très riche. riche. Et très beau. Il y a même des nouvelles espèces qu'on est en train d'identifier qui ne sont pas encore connues. Waouh, c'est magnifique ça. La connaissance, en fait, est à la base. Si on ne comprend pas, on ne peut pas décider comment mieux gérer. La planète est vraiment en danger
Et donc, il faut qu'on réagisse et c'est bien qu'on réagisse sur une base de connaissance, de compréhension de la situation. Allez, je laisse le Smithsonian derrière moi pour me rendre à Setekama, un site unique en son genre qui a une histoire bien particulière. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour mon confrère. Ça va? Moi, petit. Ah, ok. Bienvenue à la case de passage de Setekama, la case Adietou. Je vais avoir l'honneur de pouvoir vous la présenter. Donc, si on peut aller, on va rentrer pour voir de quoi il est. Ça, c'est la case Adietou, la case du conseil départemental qui a été utilisée dans le cadre du tourisme. Au niveau de la case, on a le mouvement des guides, on a les femmes qui font la restauration et on a les femmes de l'artisanat. Et c'est une case de 6 chambres avec 2 douches et une chambre où il y a une douche à l'intérieur. Donc, c'est la chambre VIP, comme on dit. Et ici, on est au niveau de la cuisine basique aussi, voilà. Mais il y a aussi la possibilité de pouvoir préparer au feu de bois. Vous voyez. La meilleure nourriture d'abord, c'est au feu. Au feu de bois, voilà. Donc, pour bien manger à Setekama, il faudrait qu'on cuisine au feu de bois. Effectivement, la plupart des mets est fait au feu de bois. On va aller du côté de la plage, un endroit assez aussi historique, parce que le nom Setekama, selon la vieille histoire, Setekama tire son nom de cette tombe. Et donc, on va pour visiter ces 7 tombes-là. Et l'histoire autour de cette tombe. L'origine du nom du village, Setekama, fait l'objet de nombreuses hypothèses. Selon la version la plus diffusée, le nom signifie littéralement « 7 tombes » et fait référence à un navire portugais qui a échoué non loin de la côte. Cependant, le cimetière du village semble contredire cette version car aucun Portugais n'y a été enterré. Ici, nous sommes face à la première pierre tombale. C'est un jeune homme, on peut le constater, James Lowe. Il serait décédé en 1880 et il n'était âgé que de 20 ans. Et vous voyez que 20 ans, perdre sa vie comme ça et obtenir une très belle pierre tombale comme ça, c'est forcément quelqu'un qui était très important, le fils d'un navigateur ou bien propriétaire de bateau. Mais retenez simplement que c'est un nom anglais. Oui. Voilà. Ici, on a une autre pierre tombale qui est très bien aussi présentée et on parle de Robert Sheraton. Lui aussi, il serait décédé le 18 octobre 1894. Voilà. Donc là, on peut constater déjà que on a un anglais, on a encore un autre anglais. Oui. Bon, allons-y vérifier la 3e pierre tombale. Au niveau de la 3e pierre tombale, c'est Frederick Reid. Lui aussi, c'est quelqu'un de Liverpool, Anfield, Liverpool. Lui, il est décédé le 10 juillet 1893. Donc, un an avant. Âgé de 31 ans. Oui, et il était aussi très jeune. Je crois qu'on va continuer. Voilà, ça fait 3 tombes. Sur cette pierre tombale, on peut constater qu'elle est légèrement bousillée parce que les éléphants notamment viennent tous et puis ils ont cassé la pierre. Mais ça aussi, c'est un anglais, parce que George Alexander. On revient ici vers l'avant-dernière où il n'y a qu'une pierre, mais sous, il n'y a pas d'inscription. Donc voilà, on ne sait pas, lui, il n'a pas de nom. Et après, on arrive ici, sur une pierre tombale qui nous renseigne également. Ici, on peut voir Auguste Le Mercier. Donc, on se retrouve avec 4 tombes où s'inscrit, où ce sont des noms en anglais, une tombe qui n'a pas de nom et une qui a un nom français. Donc, la question est où se trouvent ces 7 tombes? Jusque-là, c'est une question qui va toujours nous tarauder parce que dans certaines pierres tombales, par exemple, on met ici décédé à Setekama. Ça veut dire que le nom Setekama était déjà
Et Maintenant, donc, il y a 6 tombes oui, au il y a lieu 6 de tombes. 7. 7. Il y a 6 tombes, des tombes anglaises Anglaises et françaises, françaises. parce qu'on a vu des noms anglais et des noms français. Il y en a 6. Effectivement. Et sur l'une, il y a déjà écrit C'était Tekama, Kama voilà. en 1902. 2. Donc, c'est que ce nom-là remonte déjà. Oui. C'était Kama. Voilà. D'accord. Mais personne ne peut prouver où se trouvent les 7 tombes. Donc, papa, c'est quoi l'histoire ici de Cité Kama, de la création du village Cité Kama? Je suis arrivé ici très jeune et je suis né à Mayumba, donc je suis vili. Donc le village c'était plus comme là où nous le voyons là. Le village c'était Cité Kama, vraiment Cité Kama. Il y avait l'école, il y avait les enseignants, il y avait le dispensaire, il y avait tout. Et la brigade des eaux et forêts vous aide comment ici au village? Quel est leur rôle? La brigade des eaux et forêts, vraiment quand on a des problèmes, et on s'est mis ensemble. Et encore, on a un nouveau conservateur qui est arrivé. Il est jeune. Et tu sais que la jeunesse avant tout. Il est jeune, porteur de bonnes idées. Il a de bonnes idées. D'accord. Quelqu'un qui se trompe et dit donc, mettez-nous comme ça. D'accord. Voilà comment je suis fier de mon village. D'accord. Puisque tout le monde me dit, oh, voilà, toi, tu es fier par rapport, vous avez la brigade. Puisque moi, je peux pas ici, tout le monde, la gendarmerie arrive tout de suite. Même là, tout de suite là-bas, il y aura tout le monde. Là, fini. Après m'être entretenu avec le chef de regroupement, je retrouve les femmes de la coopérative Abietou, en pleine confection de nattes artisanales faites à base de pandanus, une plante tropicale. Qui vous a appris à faire ça? Ça, c'est le rafian. Il faut le dire à ceux qui nous regardent. Ça, c'est le pandanus. C'est des pandanus. Ce sont des pandanus. C'est une herbe sauvage. Est-ce qu'on peut dire herbe? Oui. Oui. Elle est comme la nana. Oui. Les feuilles sont comme la nana. Voilà. Avec des piquants. Maintenant, on part au marécage. Oui. Allez couper. Vous venez avec ça. Vous mettez ça au soleil. On fait sécher. Voilà, ça sèche. Après sécher, vous relaxez avec le couteau. Oui. Pour que ça soit un peu mou. Souple. Voilà, souple. Et puis, vous remettez encore au soleil pour que ça soit maintenant blanc. Blanc. Voilà. D'accord. Maintenant, si c'est devenu blanc, ça dépend de la qualité de dessin que tu peux faire. C'est comme ça que tu cherches à faire maintenant, à colorer les couleurs. Mais tu colores ça avec... Voilà. Ah, maman le bois. Voilà. C'est ça qu'on appelle ici. Avec la machette. Vous coupez. Prenez ce qui tombe là. Voilà, vous mettez dans la marmite. Vous faites bouillir avec ça, ça devient rouge. Donc là, c'est vraiment un processus de coloration naturelle. Voilà. Avec les bois de la forêt. Voilà. Avec l'issirou. L'issirou. D'accord. L'itieti. Ok. Pour faire un set comme ça te fait combien de jours? Par exemple, aujourd'hui, je peux faire... Tu peux faire un. Si tu n'as pas, ça dépend si tu n'es pas occupé. Voilà. D'accord. Et c'est combien le set? 2500. 2500 le set. Et la natte est à combien? 10 000, 15 000. C'est pas tout le monde qui fait tout et n'importe quoi. Chacun a vraiment son domaine de spécialité, si je peux dire comme ça. Donc là, maman est en train de faire le pourtour du set. Hein. Vous voyez, c'est un set comme ça. Et là, la maman est en train de vraiment finaliser tout le cadre même du set. Encore que comme ça, je trouve ça mignon. Hein. C'est joli aussi. Maintenant, si on fait comme ça, les gens d'ici sont toujours compliqués. C'est joli aussi comme ça. Ça fait un style à part. Hein. Surtout pour les mariages. Surtout pour les mariages, n'est-ce pas? Le parc national de Loango fait partie des plus célèbres et des plus beaux parcs nationaux du monde, mêlant forêts primaires, savanes, mangroves et fleuves. Il offre aux passionnés de faune et de flore des paysages uniques et des activités particulières. D'ailleurs ici, la pêche sportive est l'une des activités phares pratiquées dans la région. Coup de chance, je tombe sur un groupe de touristes sud-africains venus pratiquer la pêche à l'embouchure. So, what are the objectives behind this fishing? Okay. We fish for the fun of it. We are tourists. It's for relaxation.
we release everything. We do not catch fish to keep. It's just for the fun of fishing and in a beautiful area, and the wildlife, it's good, yeah. The fishing is very good. So what message can you give to the people that is watching us today about our environment, Setekama, Gabon? What message can you give to them? We will be back again, definitely, irrespective of the fact that it's difficult to get here. But I think that is also the important thing, is because it's difficult to get here, everybody don't come here. Exactly. And the place is well preserved. Exactly. So anybody out there that's ever interested, this is the place to come to. The fishing is good, the people are friendly, good wildlife, and the nature has been conserved. I see also they do lots of trouble to get the plastic off the beaches. I see the bags and everything. And it's nice to see that. That's positive. I would like for future generations to be able to enjoy what we are enjoying now, not destroy the nature. Thank you so much, sir. Ici, nous sommes dans la rivière Mwanamwele, mais Mwanamwele, c'est francisé. Normalement, en langue locale, on dit Mwanamwele. Voilà, Mwan, c'est enfant, Mweli, c'est Mwele. Donc, enfant de Mweli. En fait, il y a longtemps, jadis, on parlait des génies qui étaient dans cette zone. Donc le génie, c'est moi de Moué. La pêche artisanale ou sportive sont quasiment prohibées dans cette zone. Parce que, vu la sensibilité de la zone, vu que beaucoup de poissons viennent se laisser les œufs, viennent se reproduire ici. Donc en fait, c'est une nurserie dans la zone ici. Donc ici, cette zone est entièrement protégée, voilà. Intégralement protégée. Intégralement protégée. Aucune pêche, qu'elle soit artisanale ou un singe. Un singe. C'est le cercocèbe à collier blanc. Ouais, oh, il y en a là-bas toute une... ils sont là-bas tout plein. C'est ça la particularité des filles. Ils sont tout pleins là-bas. Le tout petit là, il est là, il ne bouge pas. Et là-bas, il y a avec le bébé. Voilà, elle a sauté. Voilà. Lorsque on a de la nourriture qui manque d'un côté, ils peuvent nager pour traverser l'autre côté à la recherche de la nourriture. Wow. Oui. Ce groupe d'hippos vit relativement ici dans la lagune, surtout en saison de pluie. Saison sèche, ils font une migration, ils repartent plus bas. Et entre la mangrove, ils ont des passages, des pistes qui les amènent du côté de la plage. Et c'est le seul endroit, je pense, au monde où les hippos, après manger, peuvent aller en haute mer surfer. C'est pour cela qu'on parlera de Luango, on dit les hippos surfeurs de Luango. C'est inimaginable dans d'autres cieux, mais il n'y a qu'à Luango qu'on voit ça. Et ça fait une fierté pour nous. D'accord. Les hippopotames surfeurs de Luango. De Luango, ouais. Et donc là, c'est la seule famille que vous avez ici à Luango? Non. Au sud, bien sûr. Voilà, au niveau de l'embouchure, c'est ce groupe-là qu'on rencontre de temps en temps. Mais avant d'arriver au village Setekama, il y a aussi un autre groupe qui aussi au carrefour. Parce qu'il y a une rivière qui se jette aussi. Mais toujours à côté des mangroves, ils sont aussi là. Mais ça, c'est un autre groupe. Et eux, ils ne s'aventurent pas à venir ici. Donc, eux, toute l'année, on les retrouve au sud du village de Setekama. D'accord. Voilà. Et là, on peut voir des bébés. Oui. On peut observer des bébés. Oui. Ils se reproduisent très bien. Effectivement. Ils sont dans un endroit assez discret, assez calme. Vous voyez, donc, ils ne sont pas stressés du tout. Et pour la petite histoire, j'ai même assisté à la naissance avec des touristes d'un petit hippo. Voilà, c'était magnifique. Ouais. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours, mais quand ça arrive, vraiment c'est avec beaucoup de fierté qu'on accueille ce genre d'événements. Wow. Voilà. On vous invite à venir découvrir ce magnifique parc. Pour cette année 2023, avec l'appui du partenaire WWF et l'appui de la cellule scientifique ANPEN, nous comptons réaliser l'inventaire faune de l'ensemble du parc national de Luango. Donc, pour mieux connaître
les tailles de population et orienter les différents programmes de gestion. Donc là, après, direction où? Bon, nous allons faire chemin retour pour la brigade du Fol, donc pour un autre briefing, avant de nous rendre sur le site de Ngale. Voici le puits de Ngale, un puits qui a tellement fait parler de lui parce que il y a un peu du mysticisme autour il y a un mythe autour de ce puits-là. Ah oui? En fait, le monsieur qui a creusé le puits s'appelle Massamba Madoukwalo. Ce type, en creusant ce puits, n'a jamais voulu se faire assister. Et selon l'histoire, selon toujours le mythe, il ne creusait ce trou-là que la nuit. Et c'est pas n'importe quel trou, en fait, c'est le puits. On disait que lorsque vous perdez quelque chose dans ce trou, on pouvait le retrouver du côté de la lagune. D'accord. Donc, c'est ce qui a envoyé encore la peur, ça a renvoyé au mystique. Même nos parents, les anciens d'ici, ils ont toujours parlé de ce puits avec beaucoup de crainte. On voit bien c'est vraiment avec les constructions de l'époque. C'est un puits donc de 1800. Non, il faut juste préciser que selon le registre journalier des prêtres, c'est écrit en 1907, on fit construire un puits. Mais ils n'ont jamais donné le nom de celui qui a construit. Ici, l'église commençait de là et allait jusque là, vous voyez la statuette là-bas. Donc tout ça, là, on va rentrer, on sera dans l'église. Wow. Tout est un peu pêle-mêle. Il y a beaucoup de choses qui sont enterrées là, voilà, qui sont en dessous. Saint Benoît, c'est quelqu'un qui se baladait beaucoup. Il aidait, il donnait sa vie, consacrait sa vie aux autres. Donc, il vient dans un village. Si ce sont des pêcheurs, il fait la pêche avec vous. Si ce sont des agriculteurs, il fait l'agriculture. Et puis il quitte. Il part. Donc, c'est en mémoire de ce saint-là qu'on a donné à l'église de Ngale, mission Saint-Benoît, l'arbre de Ngale, à cause de ce saint-là. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours voyagé très simplement. Vous entendrez parler de Saint-Anne d'Ondimba. Ainsi de suite, chacun a son nom. Mais lui, c'est l'église ici, c'est Saint-Benoît l'arbre. Avant de remonter sur Libreville, je me rends au camp tortue de l'ONG Ibonga, situé à quelques kilomètres de la ville. Cette ONG gabonaise, sa mission première est de protéger les tortues marines qui jouent un rôle important pour les écosystèmes marins et qui représentent un bio-indicateur de la santé de ces écosystèmes. Alors Gabriela. Bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Ça va? Ça a été la route? Très bien, merci. Ah ok. Ben voilà, bonne arrivée chez moi au camp tortue de l'ONG Ibonga. Peut-être sans tarder, je vais vous faire visiter le camp de tortues. D'accord. D'accord. Et comment ça se passe donc? Vous recueillez les œufs aux alentours de la plage? Généralement, ce qui se passe, c'est que quand les gars patrouillent, parce que nous avons des patrouilles de nuit, sur les patrouilles de nuit, la tortue vient pondre. Ça présente un danger. Le danger, c'est quoi? Soit la tortue vient pondre dans les mauvaises conditions, soit il y a trop d'eau, trop d'humidité, ou bien entre les billes de Koumé. Et là, c'est pas bon pour les deux tortues pour partir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transplanter les œufs pour amener en écloserie. À l'écloserie, après l'écloserie, tu vas attendre l'espace de 60 à 62 jours. Maintenant, ils pourront éclore. Alors, quand ils vont éclore, et là, on prend les bébés tortues avec les clubs écologiques. On ne jette pas directement à la mer, on laisse à une certaine partie. Parce que généralement, la tortue n'oublie jamais sa plage de naissance. La plage de naissance, pourquoi? Parce qu'il y a au niveau de l'embryon, il y a un contact direct avec son sable et qui reste enregistré comme le premier cri. Et elle revient toujours reviendra toujours à sa plage de naissance, effectivement. C'est quelque chose d'assez particulier quand même avec cet animal. Donc quand il y a un touriste, il est là. Voilà, comme tu peux non comment peut être ici. Et là, tu as tout ce qui est littérie, là. Wow. Voilà. C'est l'ombilinga. Vas-y, je t'autorise à t'asseoir. Vas-y, tu peux essayer. Ça, c'est le belinga?
Oui. Le bois, c'est quel bois? Oui, le binga, c'est le binga. C'est le binga. Mais vas-y, essaye Oui, le confort, le je vois que confort. c'est très confortable. Le confort, vas-y. Et c'est en matière, justement, qui... Tu peux aller visiter les petites douches toilettes. Ah ouais. Et c'est une garantie l'eau et l'électricité ici. Ah oui? Vous avez de l'eau, vous avez l'électricité. Alors, ce camp, tu vois, comme tu peux voir ce camp-là. C'est magnifique, les Et arbres, souvent, lorsqu'on a plein d'enfants, des clubs écologiques, parce que je me rappelle le record lors de la journée nationale de la tortue, on a parfois 500, 600 élèves, des clubs. Et là, nous sommes obligés de mettre les tentes pour organiser une espèce de camping ensemble, quoi. Et c'est vraiment très beau. Alors, ah ben voilà, ils sont là. Ils sont là. Alors, les gars, ça va? Ah ben voilà, il y a une tortue là. Ben écoute, bonjour les gars, ça va, nous sommes chez vous, hein? Alors, donc nous sommes ici à l'écloserie de l'ONG Ibonga. C'est exact. C'est quoi l'écloserie? L'écloserie, c'est une chambre d'incubation dans laquelle nous recueillons des nids en danger sur la plage. Donc, on a à savoir, les nids en danger, ce sont des nids qui sont menacés de prédation et d'inondation. Plus souvent, prédation humaine comme naturelle. D'accord. Donc, nous recueillons ces œufs, nous les mettons dans l'écloserie. Mais moi, quand vous parliez d'écloserie, moi, je pensais que c'était dans une maison couverte, mais là, c'est vraiment en milieu naturel, au bord de la plage. Je pense que les tortues ne sont pas trop... En fait, nous essayons de redonner cette condition naturelle, en fait, aux œufs. Voilà. Et donc là, quand vous les récupérez, vous les mettez ici pour 60 jours. Voilà. Ils mettent 60 jours en incubation, après ils émergent. D'accord. Voilà. Et après, vous les récupérez pour les mettre... Nous les relâchons à l'eau. D'accord. Voilà. Comme par exemple, cette année, nous avons mis en écloserie 8 nids pour 1040 bébés. Donc cette année, vous avez eu 1040 bébés. Voilà. Waouh. 1040 bébés qu'on a relâchés. Waouh. Et là, je vois une tortue là. C'est une vraie tortue? Oui, c'est une vraie tortue. Malheureusement, elle avait été prise dans les filets d'Andougou, du côté de Setekama. Oui. Voilà, donc et là, c'est une tortue olivâtre. Non, c'est la verte. La verte. Oui, une des espèces qu'on trouve constamment ici. Alors moi, je suis curieuse de voir un peu. Elle a été formalisée. D'accord. Ah ouais, elle est petite, mais elle est déjà lourde. J'imagine quand ils sont vraiment adultes, c'est près de 200 kilos. Hein? 200, 300 kilos. Celle qui atteint les 800, c'est la lutte. Les 800 à 900 kilos, oui. La tortue lutte. Par contre, celle-là, adulte, elle atteint les 600, 400, kilos. À partir de 300. Là, elle est juvénile. Waouh. C'est un monstre de mer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire succinctement, pour ceux qui nous regardent, quelles sont les actions à ne pas... Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire justement pendant la période de ponte des tortues? Il y a déjà ne pas marcher sur les nids de tortues. Et c'est parce qu'on a déjà, la saison est déjà presque à son terme. On balise souvent les nids naturels qui ne sont pas en danger pour éviter que les gens marchent sur les nids. On interdit également les pêcheurs qui viennent camper. On interdit les moyens roulants sur la plage. C'est un peu tout ça, les ordures aussi. Pendant la saison marine, vous allez voir des grandes traces. Oui. Parce que pendant les montées, il y a des traces. Et lorsque vous voyez une trace, là où elle s'arrête, c'est là où il y a le nid. D'accord. Vous voyez, donc on évite de marcher sur ces nids-là. Et le plus souvent, les grands prédateurs dans notre zone, ce sont les crabes. D'accord. Les crabes et puis d'autres animaux. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Monsieur Jean-Pierre, quel bilan faites-vous justement de vos activités après de 25 ans de conservation ici à Gamba? Le combat, il était très dur en matière de sensibilisation, en matière d'éducation, parce qu'il y avait vraiment la répression en tant que telle. Aujourd'hui, il y a une certaine aisance déjà à ce niveau où les gens accordent, les gens acceptent le message est très accepté auprès des populations, parce que tel que, par exemple, je prends l'exemple concret sur les tortues marines, par exemple. Avant, il y avait la prédation des tortues marines vers les années 90, 2000, il y avait la prédation. Mais aujourd'hui, je vous dirais que vraiment, d'après nos
d'activités de recherche, tout ça, je vous dirais presque prédation zéro dans Pondic. Peut-être ailleurs, mais dans Pondic, là où nous y sommes, on n'a pas de conflit, on n'a pas de problème avec les gens viennent vers nous. Quel message pouvez-vous passer aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Le message, je dirais qu'aujourd'hui, la conservation, c'est vraiment un très bon domaine. La conservation, c'est notre source de vie. La conservation de la nature, c'est vraiment un combat pour tous. Que les gens puissent être très conscients à cela, parce que aujourd'hui, on a pas mal de phénomènes, on a pas mal de dangers passés par là au niveau la couche d'ozone qui est frappée, parce que soit il y a eu un souci au niveau de la conservation, et rien qu'en conscientisant les gens, en acceptant cela, que les gens pourront revenir au bon moment. Cette petite ville m'a profondément émerveillée. La sensation de sérénité qui s'en dégage est tout simplement charmante. Je quitte Gamba le cœur léger, avec une seule envie, revenir très vite.